Si je vous disais que Nestlé, le plus grand groupe alimentaire du monde, est mêlé à de sombres histoires d'esclavagisme d'enfants, de vol de ressources vitales, de déforestation et même de décès de ses consommateurs, l'entreprise a été fondée en Suisse en 1866 par Henri Nestlé. En 2022, Nestlé c'était 94,4 milliards de francs suisses, soit presque 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 354 usines dans le monde, 23 entités de recherche, de développement et de technologie et plus de 276 000 collaborateurs dans 186 pays à travers le monde. Dans leur présentation en ligne, on peut lire que leur raison d'être est d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain, d'apporter chaque jour aux consommateurs nutrition, santé et bien-être. Et c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais Nestlé, c'est le numéro 1 mondial en termes de vente d'eau en bouteille. Ils en produisent depuis le 19e siècle et pour vous donner une petite idée, derrière Nestlé Waters, on retrouve Vittel, Perrier, Contrex, Epar, San Pellegrino, Aquapana et Nestlé Pure Life. Le tout dans 93 centres de production dans 33 pays et avec pas moins de 35 000 employés. Impossible de passer à côté, sauf à vivre dans une grotte quoi. Quand on parle d'eau en bouteille et d'environnement, on pense tout de suite au plastique, mais il n'y a pas que le contenant qui fait débat. Parce que l'eau, elle se matérialise pas par magie dans les bouteilles, il faut bien la prélever quelque part. Et pour ce faire, les entreprises qui produisent de l'eau en bouteille pompent les nappes phréatiques jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors sur le papier, le prélèvement d'eau est contrôlé, sauf que dans les faits, c'est une autre histoire. Nestlé se trouve ainsi au cœur de multiples scandales et controverses depuis les années 70, du fait de l'extraction excessive d'eau et de la surexploitation des nappes phréatiques qui entraînent notamment des pénuries d'eau dans certaines communautés locales. Et c'est important de rappeler aussi que la crise de l'eau, c'est la crise écologique et humanitaire la plus grave de notre époque. Une crise qui empire et qui menace des millions de personnes chaque jour. Selon un rapport conjoint de l'OMF et de l'UNICEF publié en 2017, près de 2,1 milliards de personnes n'ont pas accès aux services d'approvisionnement en eau potable à domicile, parmi lesquels pas moins de 844 millions ne disposent même pas d'un accès élémentaire à l'eau potable. Et parmi ces individus, 263 millions habitent à plus de 30 minutes du point d'eau le plus proche et environ 159 millions continuent à consommer de l'eau de surface non traitée provenant de rivières ou de lacs. Pour finir avec ce topo chiffré, chaque année, environ 361 000 enfants âgés de moins de 5 ans décèdent suite à des cas de diarrhée dus à la qualité médiocre des installations sanitaires et à la contamination de l'eau qui favorise aussi la propagation des maladies telles que le choléra, l'hépatite A et la typhoïde. Voilà, bon, le décor est planté, alors gardez bien ces éléments en tête pour la suite de la vidéo et merci à Odoo qui nous permet de faire ce travail. Merci à Odoo qui sponsorise cette vidéo. Odoo, c'est un logiciel génial qui te propose notamment un éditeur de site web et e-commerce. Les points forts de la plateforme sont clairs: la gratuité de la première application à vie, l'hébergement et le support inclus en illimité, et votre nom de domaine personnalisé gratuit pendant 1 an. De quoi vous lancer sans stress. Grâce à Odoo, lancer sa boutique en ligne c'est devenu un jeu d'enfant et c'est accessible à tous en quelques clics. La plateforme est intuitive et fonctionne sur un système de drag and drop. Si tu veux maximiser l'expérience utilisateur, Odoo te permet de réaliser des ventes additionnelles en proposant des articles optionnels ou accessoires, de quoi booster ton chiffre d'affaires. Découvre Odoo avec mon lien en description et nous on reprend notre histoire. Les sources d'eau exploitées par Nestlé, elles sont nombreuses et elles se trouvent dans différentes régions du monde. Certaines de ces sources sont situées dans des zones où l'eau est abondante et de bonne qualité. Alors bon, ça peut soulever effectivement la question de la monétisation d'un besoin qui est essentiel à la vie de tout un chacun, mais le problème le plus important, c'est quand l'extraction a lieu dans des régions où l'eau est un bien rare et précieux. Des endroits où les écosystèmes aquatiques sont sensibles et où la population dépend de ces sources pour leur approvisionnement en eau potable. Cette extraction, elle a même parfois lieu pendant des périodes de sécheresse. Littéralement, t'es en train de crever de chaud chez Watt et il y a le lapin Nesquik qui arrive, hop là, à moi. Ça a été le cas en Californie par exemple, au Pakistan ou tout simplement à Vittel en France. Vous voyez un peu le paradoxe? Extraire de l'eau des sols pour la vendre, tandis que l'eau potable courante et donc gratuite vient à manquer à cause des extractions. Les communautés concernées se sont alliées à des groupes environnementaux pour tenter de lutter contre les activités du mastodonte qu'est Nestlé. Pour n'en citer que quelques-unes, en France, un collectif de 6 associations s'est créé pour lutter contre la multinationale à Vittel en 2018. Aux États-Unis, les 3000 habitants de la petite ville de Freeburg ont mené une rébellion contre les forages de la firme. Au Canada, c'est l'association Wellington Water Watchers qui se bat contre l'exploitation de l'eau dans la région de Wellington depuis les années 2000. Et les revendications concernent la plupart du temps l'arrêt de la surexploitation des sources d'eau et des forages dans des environnements sensibles. Ils demandent aussi des examens approfondis sur l'impact environnemental de l'exploitation de l'eau et une gestion plus responsable des ressources en eau. Certains ont obtenu gain de cause, comme les habitants de Freeburg dans le Maine, qui ont réussi à obtenir l'arrêt du forage dans une zone naturelle de leur région à coup de manifestations et de contestations légales, mais la majorité des associations ne font pas le poids face à l'appât du gain, et les cas où Nestlé accepte de cesser les forages et l'exploitation sont quasi inexistants. Le documentaire Bottled Life, sorti en 2012, présente les actions néfastes de Nestlé à travers plusieurs pays du monde. Le reportage prend comme exemple le cas de l'Éthiopie, dans le camp de réfugiés de Kebrebeya, où habitent 20 000 réfugiés de Somalie qui sont là pour certains depuis plus de 20 ans. Grâce à l'intervention de l'UNHCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, fournissant aux habitants 2 à 3
3 jerrycans d'eau par jour pour 10 personnes pour se laver, faire à manger et laver le linge. Autant vous dire que pour la plupart d'entre nous dans nos pays, les 3 jerrycans de flotte, on les fume en une seule douche, même pas. Bref, sur le papier, le cofinancement de ce type de station pour les populations locales, on pourrait se dire que c'est toujours un petit plus à porter, c'est vrai. Sauf que Nestlé a arrêté de soutenir financièrement le projet peu de temps après son lancement, qui pose problème parce que les pompes installées ont besoin d'être changées après un certain temps d'utilisation, puisqu'elles s'usent, ce qui est logique. Et lorsqu'elles sont usées, le système ne fonctionne que partiellement. Parfois, les villageois sont sans eau pendant 2-3 jours pour cause de problèmes techniques, et au total, 35 000 réfugiés dépendent de cette installation répartie sur plusieurs villages. Avant la sortie du reportage Bolted Life, une vidéo prétendait encore sur le site de l'entreprise que cette dernière soutenait le projet qui assurait, soi-disant, l'accès à l'eau courante aux réfugiés sur du long terme. Eux, ils parlaient d'années d'exploitation du système. Et cette vidéo, elle a été retirée du site que quand le retrait de Nestlé du projet a été exposé au grand public grâce au documentaire. Maud Barlow, une ancienne conseillère des Water United Nations et prix Nobel alternatif en 2005, à qui l'on doit la reconnaissance par l'ONU en 2010 de l'accès à une eau de qualité et à des installations sanitaires comme un droit humain, est plutôt convaincue que ce genre de projets ne sont que des outils marketing pour eux. Ils ne prennent pas part au projet pour des raisons humanitaires et ils ne restent jamais pour des raisons humanitaires. La réglementation mise en place par l'État est également pointée du doigt car elle n'est pas suffisamment stricte pour assurer une gestion durable d'une ressource aussi précieuse. Du coup, quand on l'accuse, Nestlé répond que ses activités sont conformes aux réglementations en vigueur. Les habitants de la petite ville de Freiburg évoquée plus tôt ont donc sans surprise protesté contre la station de pompage au début des années 2000. Ils l'accusaient d'avoir pollué la rivière, asséché les marais et de porter atteinte à leur qualité de vie du fait de la pollution sonore. Et petite anecdote foutage de gueule, Nestlé offrait chaque mois des bouteilles d'eau aux habitants sur le principe merveilleux de premier arrivé, premier servi. Alors je sais pas si le but c'était d'apaiser les tensions, mais ils arrivaient quand même, sans aucune honte, à offrir aux habitants la flotte de leur rivière, qui jusque-là était gratuite pour tout le monde, dans une bouteille en plastique devenue payante. Les génies! Selon Maud Barlow, Nestlé a agi dans le Maine comme dans beaucoup d'autres endroits. Ils sont arrivés, ils ont pompé toute l'eau qu'il y avait à pomper et ils sont partis sans se préoccuper de l'impact environnemental de la population et bien évidemment sans créer de lien avec l'endroit qui venait de détruire. Vraiment, c'est des prédateurs à la recherche de la dernière source d'eau pure dans le monde. Quand Nestlé débarque dans certains petits patelins, les habitants ont espoir que ça provoque un essor économique en créant des jobs et en contribuant à la vie de la communauté. Et parce qu'il faut être honnête, c'est parfois le cas, comme à Kingfield dans le Maine où la population et le maire soutiennent clairement la boîte. Ce sont des bons voisins, ils payent leurs taxes. Sauf qu'en fait, les taxes qu'ils payent, elles sont uniquement foncières à Kingfield. L'eau, quant à elle, la matière première, elle est tout bonnement gratuite. Parce que la ville, elle n'est pas propriétaire de la terre, elle peut donc pas vendre l'eau, mais uniquement les propriétés immobilières et les taxes liées. Voyez un petit peu le délire? Nestlé pompe de l'eau gratuitement et la revend ensuite au calme dans le monde entier. Nestlé obtient généralement des permis d'exploitation de la part des autorités locales ou régionales, mais la manière dont ces permis sont délivrés et surveillés peut varier d'une région à l'autre. Certains critiques allèguent que Nestlé peut obtenir ses permis à des coûts peu élevés, ce qui soulève des préoccupations quant à l'équité et à la durabilité de l'exploitation de l'eau. Les communautés locales et les défenseurs de l'environnement accusent Nestlé de bénéficier de contrats peu coûteux pour l'exploitation de sources d'eau, qui peut entraîner des pertes économiques pour eux tout en profitant grandement à l'entreprise. À titre d'exemple, toujours dans le Maine, Nestlé pouvait remplir tout un camion-citerne d'eau pour seulement 10 $, soit presque rien. L'eau transportée dans ce camion était revendue 50 000 $ une fois embouteillée. Nestlé a tenté d'acheter la paix sociale en proposant de financer des programmes, des infrastructures pour calmer le jeu autour des forages, et ça a marché sur une frange de la population. La question sous-jacente de tout ça au final, c'est à qui appartient la flotte et où se situent les frontières des limites. Selon l'ex-PDG de Nestlé, Peter Brabeck, la pensée selon laquelle l'eau est un droit et doit être publique est une pensée extrême. Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel sollte das einen Marktwert haben. L'extrait vidéo où on le voit dire ça a fait un tel scandale que Brabeck a publié en 2013 une vidéo rectificative. I've always supported the human right to water. Everyone should have enough clean, safe water to meet their fundamental daily needs. About 50 to 100 liters per day, but not to fill a pool or wash a car. There is a difference. Bah oui, c'est vrai qu'on remplit souvent l'eau de sa piscine avec des bouteilles de Vittel ou de Perrier. Quand Nestlé a lancé sa nouvelle marque Nestlé Pure Life en 98, elle a choisi comme pays test le Pakistan. Et c'était très malin, parce que dans un pays où l'eau pure manque, la demande était forcément là. Ils sont arrivés au Pakistan, là où les infrastructures liées à l'eau étaient catastrophiques et très mal gérées par le gouvernement, et là où globalement, quand on te file un verre d'eau gratis, tu sais pas vraiment dans quel état tu vas finir après. Les populations locales ne peuvent pas boire de l'eau comme ça, elle est pleine de particules, de verre
sévère et surtout porteuse de nombreuses maladies. Ils sont obligés de la faire bouillir puis de la filtrer avant de la boire. Donc débarquer avec de l'eau la plus pure et safe que la population ait jamais connue, forcément ils pouvaient être vus que comme des messies. Et pas de grande surprise si je vous dis qu'ils ont fait un carton là-bas avec cette nouvelle marque. Bien sûr, les personnes ayant le moins accès à l'eau sont aussi celles qui n'ont pas les moyens d'acheter cette fameuse eau. À l'époque, c'est devenu une sorte de marqueur d'élévation sociale. Déjà parce que ceux qui buvaient de l'eau pure en bouteille avaient les moyens de se la payer, mais aussi parce qu'ils apparaissaient à ce moment-là comme modernes, avec une conscience éveillée autour de la santé, ce qui était peu commun en 98 au Pakistan. C'est notamment pour ça que Nestlé n'a pas reçu le même accueil partout dans le pays, mais aussi parce que pour s'implanter et vendre ses bouteilles plastiques aux classes moyennes, Nestlé a construit des infrastructures polluantes qui ont mis à sec les petits villages et ont rendu l'eau courante encore plus impure qu'elle ne l'était déjà. Sans surprise, même chose au Nigeria, où beaucoup de marques d'eau embouteillées existent du fait des dangers de l'eau courante non potable. En 2012, une bouteille d'eau Nestlé Pure Life y était plus chère qu'un litre de pétrole. Les familles consacrent la moitié de leur faible budget quotidien à l'achat d'eau potable et les entreprises comme Nestlé ne sont évidemment pas le seul problème de ces pays. Les gouvernements sont eux aussi responsables, notamment du fait du manque d'investissement dans des infrastructures qui permettraient d'offrir l'accès à l'eau potable aux populations et aussi à cause d'une forte corruption. Mais les boîtes comme Nestlé, elles viennent se faire un fric monumental dans ces pays qui souffrent déjà bien assez. La réponse à ces problèmes ne peut pas être un combo de gouvernements corrompus et de multinationales avides de profit. Je vous parle des États-Unis, du Nigeria, du Pakistan, mais alors vous inquiétez pas, on a des emmerdes avec aussi en France. À Vittel notamment. Vittel, c'est une petite ville située dans la région Grand Est de la France. Elle est célèbre pour ses eaux minérales naturelles et l'une de ses sources, issue de la nappe phréatique du Grèce de Trias inférieur, l'une des principales ressources d'eau dans le Grand Est, et cette ressource, elle est exploitée par Nestlé pour produire l'eau en bouteille vendue sous la marque Vittel qu'on connaît tous. Et du coup, on prend les mêmes et on recommence. Nestlé pompe, le niveau d'eau dans les nappes diminue, genre dangereusement. On parle d'un déficit chronique annuel d'environ 1 million de mètres cubes et une baisse du niveau de la nappe entre 10 et 18 mètres. Et la surexploitation est trop rapide par rapport au temps qu'il faut à la nappe pour revenir à son équilibre naturel. Ça pose problème pour l'approvisionnement de la ville, mais aussi pour la survie des écosystèmes environnants et les zones humides qui sont dépendantes de ces eaux. Face à l'ampleur de la controverse, Nestlé a engagé un dialogue avec les parties prenantes, dont les autorités locales, les groupes environnementaux et les habitants, afin de tenter de trouver des solutions viables qui prennent en compte les besoins en eau de la communauté locale et la préservation des ressources naturelles. L'entreprise a annoncé des investissements dans la région de Vittel pour restaurer et protéger les écosystèmes, ainsi que pour réduire l'empreinte environnementale de ses opérations tout en continuant ses activités. Cette année cependant, Nestlé a été contraint de suspendre 2 des 6 forages destinés à produire l'eau Épar à Vittel à cause des conditions climatiques qui se détériorent. Les 2 forages en question sont identifiés comme fragiles car à faible profondeur et Bernard Schmitt, le porte-parole du collectif citoyen O88, conteste les autorisations de prélèvement d'eau accordées à l'entreprise et déclare que si les forages sont suspendus, c'est tout simplement parce que de l'eau, il y en a plus. Ça fait 30 ans que la nappe est en mauvais état et elle continue d'être prélevée, ce qui n'est pas étonnant quand on sait que Nestlé peut prélever jusqu'à 800 000 m3 par an dans ses nappes les plus superficielles. Dans son autobiographie, Peter Brabeck, l'ancien PDG de Nestlé, le même que celui qui avait sorti que l'eau est un bien avec une valeur marchande, dit avoir conscience du changement climatique et du fait que l'eau disparaîtra avant le pétrole. Et pourtant, il est plus aux commandes aujourd'hui et les bouteilles en plastique continuent de proliférer. Plastique qui, comme on le sait très largement de nos jours, a un impact environnemental catastrophique en raison de leur fabrication, de leur transport et de leur élimination. Nous, on n'est pas forcément au courant de tout, mais enfin les tortues, elles ont vu le bail venir depuis très longtemps. Nestlé tente de répondre aux préoccupations en mettant en place des initiatives de durabilité. Il s'engage par exemple à rendre le secteur de l'eau en bouteille neutre en carbone d'ici à 2025, à réduire d'1 tiers son utilisation de plastique vierge ou encore à rendre l'ensemble de ses emballages recyclables ou réutilisables d'ici à 2025. Malgré tout, l'entreprise a toujours un portefeuille d'eau embouteillée suffisamment large pour continuer de faire d'elle le number one du secteur dans le monde. Nestlé, comme beaucoup d'entreprises alimentaires, utilise aussi de l'huile de palme dans ses produits. C'est un ingrédient couramment utilisé dans de nombreux produits alimentaires et non alimentaires aussi d'ailleurs, en raison de ses propriétés chimiques et de sa rentabilité. Sauf qu'évidemment, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est un désastre écologique, du fait de la déforestation et de la destruction de la biodiversité qui résulte des plantations et de leur exploitation. Vous avez peut-être déjà vu par exemple des images d'orang-outans qui se font dégager de leurs arbres à grands coups de pelleteuse. Oh concrètement, c'est Nestlé qui sont derrière la machine, ils sont là, ils tapent dans l'arbre et ils font « Allez, casse-toi Donkey Kong, on va faire du chocolat !» Au problème écologique s'ajoutent les conflits avec les populations autochtones dans des régions comme l'Indonésie et la Malaisie qui se font dégager sans aucun scrupule, mais aussi le non-respect des droits humains dans les plantations qui fournissent, ou tout du moins qui fournissaient Nestlé. Jusqu'en 2022, Nestlé se fournissait en huile de palme dans des plantations accusées de travail forcé, et notamment de travail forcé chez les enfants. En 2016, un rapport d'Amnesty International, puis en 2019 celui de l'ONG Solidar Suisse ont dénoncé ces pratiques. Les enfants en question ont un accès limité à la santé et à la scolarisation, ils sont payés au lance-pierre et ils sont exclus de la société. En somme, les violations des
des droits humains recensés sont nombreuses et graves. Les plantations concernées se trouvent en Malaisie et fournissent 9% de l'huile de palme dans le monde. Ils font bosser des clandestins, en plus des enfants, une main-d'œuvre qui est pas chère et facilement manipulable du fait de leurs conditions de vie déjà précaires, et c'est un moyen pour ces réfugiés de se cacher. Mais à quel prix? Les conditions de travail sont laborieuses et dangereuses, ils soulèvent des sacs de 15 à 20 kg de fruits, sont exposés sans protection à des herbicides dangereux et sont sous la menace de la déportation en permanence. Ils les laissent évidemment à la merci de leur employeur. Impossible de déterminer le nombre de travailleurs concernés, dont les enfants, parce que ces enfants n'existent même pas légalement parlant. Solidar Suisse a pu retracer le lien entre ces plantations et Nestlé grâce à une liste de ces sites de transformation, et quand l'ONG a demandé des comptes à Nestlé à ce sujet, ils ont répondu que les éléments manquaient pour établir des faits. En 2022, Nestlé a arrêté de s'approvisionner chez Astra Agro Lestari, un producteur indonésien d'huile de palme mis en cause par l'ONG écologiste Les Amis de la Terre. Un rapport dénonçait des accaparements de terre, des dommages environnementaux et des violations de droits humains émanant de 3 filiales d'AAL. C'est une bonne chose qu'ils fassent la démarche d'arrêter de bosser avec des fournisseurs comme ça, mais on parle quand même d'une boîte qui rabâche depuis des années que son but est de protéger la santé, les droits de l'homme et l'environnement. Comment est-ce que les deux peuvent être compatibles? Est-ce qu'on peut vraiment croire au fait qu'ils savaient pas? C'est difficile quand on lit partout sur leur site qu'ils font en sorte de tracer au max leur chaîne d'approvisionnement, et encore plus difficile lorsqu'on sait qu'en 2019, Nestlé a déclaré que seuls 49% de ses achats étaient traçables et qu'il était donc impossible de savoir si les produits achetés étaient exempts de travail d'enfants. Le travail des enfants et Nestlé, ça a aussi longtemps été un problème pour ce qui est du chocolat. Si ces dernières années, l'entreprise dit s'être investie dans des programmes pour lutter contre le travail des enfants, il y a encore peu de temps, ils étaient accusés de se fournir en cacao dans des plantations qui pratiquaient le travail forcé d'enfants et d'adultes. Ils ont même été traînés en justice aux États-Unis après le dépôt de plainte de 6 Maliens qui avaient été capturés pendant leur enfance puis qui avaient été maintenus en esclavage dans des plantations ivoiriennes où Nestlé achetait du cacao. De manière générale, l'entreprise est accusée de ne pas avoir suffisamment pris de mesures pour éliminer le travail des enfants et les conditions de travail dangereuses dans les plantations de cacao en Afrique de l'Ouest, qui, si vous ne le saviez pas, est l'endroit où la majorité du cacao mondial est produit. Des rapports ont documenté l'implication d'enfants dans des travaux pénibles et dangereux, ainsi que des problèmes de salaire insuffisants pour les agriculteurs. Nestlé s'était engagé en 2001 à mettre fin sous 4 ans au travail des enfants dans les filières du chocolat, et ça n'a évidemment pas été le cas. Et ça ne l'est toujours très probablement pas en 2020. Au-delà du travail forcé chez les enfants et les réfugiés clandestins, les problèmes de droits humains n'ont cessé de gangréner la chaîne d'approvisionnement de Nestlé. Les travailleurs de certains fournisseurs, même embauchés de façon réglo, font des horaires intenables dans des conditions difficiles, sans équipement de sécurité adéquat et sans protection sociale. Ils sont payés une misère et dans certaines régions, on les empêche de former des syndicats ou de négocier collectivement pour de meilleures conditions de travail. Les normes de sécurité et d'hygiène dans les usines de transformation sont pas toujours respectées, ce qui met en danger la santé des travailleurs, et parfois c'est même directement dans les usines Nestlé que les conditions sont contestables. Nestlé a publié des politiques et des codes de conduite visant à améliorer les conditions de travail dans sa chaîne d'approvisionnement, mais encore une fois, entre engagement et réalité, il y a un gap. Et si les pratiques de Nestlé sont contestables, les produits en eux-mêmes portent aussi leur lot de scandales. Les plus vieux dont je vais parler datent des années 70-80. À cette période, Nestlé va se prendre un énorme bâche à la suite de sa promotion agressive des substituts du lait maternel dans les pays en développement. En fait, les campagnes marketing faisaient l'apologie du lait Nestlé en poudre en prétendant que c'était mieux que l'allaitement maternel pour nourrissons. Alors je vais pas rentrer dans le débat infini de l'allaitement. Chacun fait comme il veut, c'est pas le sujet. Mais le truc, c'est qu'ils sont allés foutre des pubs de ce genre dans des pays où l'eau pouvait et peut encore être source de maladies dangereuses voire mortelles. Alors petit tuto pour ceux qui sont pas branchés parentalité, pour faire du lait à partir de poudre, il faut le mélanger à de la flotte. C'est plutôt malin quand on y pense, parce que ça pouvait pousser les consommateurs à acheter de l'eau de Nestlé pour la mélanger au lait en poudre. Nestlé distribuait donc des échantillons gratuits de lait en poudre dans les hôpitaux et les centres de santé, qui conduisaient les mères à commencer à utiliser le lait en poudre directement et à cesser l'allaitement maternel. En conséquence, de nombreux bébés ont souffert de maladies et de malnutrition. Ces critiques ont finalement conduit à un mouvement de sensibilisation mondiale et des appels à des réglementations plus strictes concernant la promotion et la commercialisation des substituts du lait maternel. En 1981, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF ont adopté le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel qui visait à encadrer les pratiques de marketing agressives et à promouvoir l'allaitement maternel. Mais ça n'a pas complètement réglé le problème puisque Nestlé et d'autres entreprises ont décidé de ne respecter ces directives qu'à moitié. Et encore, je suis gentil. En 2008, la Chine
est secouée par un scandale impliquant la contamination du lait en poudre pour bébé par une substance chimique appelée mélamine. La mélamine est normalement utilisée dans l'industrie pour fabriquer des plastiques et des résines. Sauf que cette mélamine a été frauduleusement ajoutée au lait pour augmenter artificiellement sa teneur en protéines lors des tests de qualité. Ça a conduit à une fausse impression de haute qualité nutritionnelle du lait, alors qu'en fait, la mélamine ne contient aucun nutriment. Les conséquences de cette contamination ont été dramatiques. Des milliers de nourrissons, entre 6 000 et 13 000, ont été intoxiqués après avoir consommé du lait en poudre contaminé. Problèmes rénaux graves, calculs, complications urinaires et plusieurs décès de nourrissons ont également été signalés. Nestlé a été touché par scandale en raison de ses liens avec des fournisseurs de lait en Chine et ils ont dû rappeler du lait après la découverte de traces de mélamine dans des lots distribués à Hong Kong. Toujours dans le lait, mais pour les adultes cette fois-ci, en 2002, Nestlé s'est fait cramer par la police colombienne pour réétiquetage de produits laitiers périmés. Les risques pour les consommateurs étaient mortels et les employés qui se chargeaient du réétiquetage avaient été menacés par la boîte pour qu'ils se taisent en faisant ça. En 2009, c'est une affaire de pâte à cookies contaminée par une bactérie dangereuse qui va provoquer un scandale. Cette fameuse bactérie, la E. coli O157, de son petit nom, est d'ordinaire liée aux contaminations fécales. Oui, on peut littéralement dire que quelqu'un a chié dans la pâte à cookies. Les produits sont rappelés, mais 69 personnes seront intoxiquées. Nestlé refuse de donner l'accès à certains documents pour l'enquête, et c'est pas vraiment étonnant que Nestlé se soit par la suite opposé au Nutri-Score jusqu'en 2019, puisqu'a priori, vaut mieux pas savoir ce qu'il y a dans les produits. Concrètement, autant le sucre et la farine, ça peut aller. Bah alors je vous avoue qu'en termes de Nutri-Score, le caca, ça doit pas être incroyable. C'est pourquoi je ris à ça. En 2013, un nouveau scandale éclate, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être, le Horsegate, aussi appelé le scandale de la viande de cheval. Tout commence le 19 février quand la filiale portugaise de Nestlé annonce que de l'ADN de cheval a été trouvé dans un plat de lasagne au bœuf. Des lasagnes bolognaises gourmandes, pour citer l'emballage. Bien vite, on comprend qu'il n'y a pas que les lasagnes concernées, mais aussi des hamburgers, du hachis parmentier et plein d'autres plats préparés. Les enquêtes qui ont suivi ont montré que la viande de cheval avait été frauduleusement ajoutée aux produits à base de bœuf par des fournisseurs de viande et des entreprises impliquées dans la chaîne d'approvisionnement. On revient encore une fois sur les problèmes de traçabilité et de transparence dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Les plats sont retirés du marché, la production de lasagnes et de hachis parmentier est stoppée dans l'usine de Beauvais et 120 postes vont sauter au passage. Le scandale a eu des répercussions importantes sur l'industrie alimentaire et sur la confiance des consommateurs. Les gouvernements et les autorités de régulation ont renforcé les normes et les contrôles en matière d'étiquetage alimentaire et de traçabilité des produits, et Nestlé a géré la crise en disant qu'ils allaient prendre des mesures pour renforcer les contrôles de qualité et la surveillance de la chaîne d'approvisionnement. Un petit dernier pour la route, tant qu'on est sur les desserts à la merde et les plats préparés en tout genre. Très récemment, l'année dernière, en mars 2022, toute une gamme de pizzas surgelées Fresh Up de la marque Nestlé Buitoni est rappelée en urgence. Et quelle était la raison? Bingo, des infections et des contaminations. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Encore une fois, on parle de la bactérie du caca, l'E. coli. C'est l'usine de Caudry, dans le nord de la France, qui est pointée du doigt, et cette erreur, elle va coûter la vie à 2 enfants. Le 1er avril 2022, un arrêté préfectoral décide de l'arrêt des lignes de production responsables. Des photos vont tourner sur les réseaux sociaux et dans les médias. On y voit une usine dégueulasse, disons-le, de la bouffe laissée au sol, des champignons sur les murs, des déchets alimentaires coincés plusieurs jours dans des machines, des verres de farine dans la chaîne de production, des rongeurs qui se baladent dans l'usine. J'en passe et des meilleurs, c'était un enfer. Chaque jour, c'est des tonnes de produits qui sont gaspillés, qui peuvent pas être vendus, et visiblement, même ceux qui sont vendus ne le devraient pas. Le matos lui-même est trop vieux et usé, et quant aux employés, ils sont à l'image de leur lieu de travail. Pas de lavage des mains, la chaîne du froid pas du tout respectée. Bref, en aucun cas, une usine comme ça aurait dû pouvoir produire de la nourriture. Ou quoi que soit d'autre d'ailleurs, on dirait la chanson de Francky Vincent quand son restaurant en Ile-de-France a fermé et qu'il était énervé contre tout le personnel. Je ne savais pas que j'employais des cochons. L'usine sera fermée définitivement très récemment en fin mars 2023 et les 140 salariés se voient offrir une opportunité de reclassement interne. On va quand même espérer que les gars soient formés entre-temps, ne serait-ce que de se laver les mains par exemple. Le 31 mars 2023, un accord d'indemnisation amiable a été signé entre Nestlé et les dizaines de victimes du scandale pizza Buitoni contaminé. On ne sait pas à combien s'élève le montant, mais cet accord va clôturer le volet civil avant que ça monte au pénal. Et si les scandales d'énormes entreprises vous intriguent, découvrez juste ici le secret du plus gros scandale financier américain.